Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'École du futur. Au programme aujourd'hui, faire vivre la géopolitique comme un feuilleton d'actualité, eh bien c'est la mission du Québécois Benjamin Tremblay et son média 7 jours sur Terre. C'est notre influenceur à suivre. Gaël Musquet a une idée derrière la tech et aujourd'hui tu t'es plongé dans les archives de Gustave Ferrier à l'occasion de la commémoration des 120 ans de l'éruption de la montagne Pelée. Tout à fait, je fais un peu d'open source intelligence, du renseignement en source ouverte et voir où est-ce que ce capitaine de l'armée avait installé ses installations radio pour pouvoir porter assistance aux populations. Chasse au trésor radio dans les Caraïbes à suivre avec toi dans un instant. Et notre question du jour, eh bien la voici. Un Français sur deux a envie de changer de métier depuis la crise sanitaire. Il serait même près de 40% à avoir déjà sauté le pas plus d'une fois. Ce sont les enseignements de l'édition 2022 de l'étude Hello Work, ma formation. Alors comment opérer cette reconversion des sportifs de haut niveau aux data scientists? Tous les talents sont concernés. Pour en parler avec nous ici en plateau, Aïssata Kouaté, vous êtes la fondatrice et CEO d'Ivy Recrutement. Bonjour à vous. Bonjour. Et en duplex, Laura Flessel, championne olympique d'escrime, ancienne ministre des Sports et surtout aujourd'hui cofondatrice de Sport Excellence Reconversion. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour à tous. Mais d'abord, focus. Vous voulez tout comprendre aux enjeux diplomatiques? Eh bien, Benjamin Tremblay a une réponse pour vous. Le Québécois vous emmène et nous emmène d'ailleurs dans les coulisses de la géopolitique. Édouard Denuau passe 7 jours sur Terre. Grâce à 7 jours sur Terre, vous comprendrez tout à la géopolitique. Benjamin Tremblay est un youtubeur québécois de 25 ans qui vulgarise la politique et l'histoire pour les rendre accessibles de tous. Après avoir commencé sa carrière comme journaliste pour le Huffington Post et continué sur plusieurs radios canadiennes, il commence à réfléchir à un programme qui l'incarnerait. L'idée d'une émission entièrement dédiée à l'actualité internationale lui vient à la radio de l'Université de Laval au Québec en 2016. Et c'est 2 ans plus tard, en 2018, qu'il adapte son émission de radio en programme YouTube. Dans ses vidéos, Benjamin Tremblay traite aussi bien de la nouvelle alliance entre la Russie et la Chine que de l'arrivée du métaverse, mais toujours de façon libre et indépendante. Meta, la compagnie de Mark Zuckerberg, a déjà enregistré plusieurs brevets liés à différentes technologies d'interface neuronale directe. Même chose pour Microsoft et Samsung. On peut donc être pessimiste et dire que la technologie n'est pas prête, que ça n'arrivera pas et que les gens n'en voudraient pas de toute manière. Mais ce serait extrêmement naïf. Ce serait un peu l'équivalent de prétendre durant les années 80 que l'Internet ne décollera jamais puisque les ordinateurs sont trop lents et pas assez puissants. Jamais les gens vont préférer ça à une bibliothèque ou à envoyer une lettre par la poste. On sait aujourd'hui que ce raisonnement est intellectuellement embarrassant. Avec plus de 250 000 abonnés sur YouTube et Facebook et près de 10 millions de visionnages en 2 ans, 7 jours sur Terre s'est progressivement imposé comme l'un des principaux vulgarisateurs de la géopolitique sur Internet. Mais tout de suite, changer de métier, ça vous tente? Ça tombe bien, nos invités ont des solutions pour vous. On ouvre notre talk. Aujourd'hui, pour parler de cette thématique de la reconversion, je suis ravie d'avoir avec nous en plateau Aïssata Kouaté, fondatrice, CEO d'Ivy Recrutement, et Laura Flessel, quintuple médaillée d'escrime, ancienne ministre des Sports, fondatrice, cofondatrice même de Sport Excellence Reconversion. D'abord, mesdames, je voulais savoir ce que la reconversion voulait dire pour vous. C'est quoi? C'est une évolution de la carrière sur laquelle on a misé au départ? C'est cette évolution naturelle ou au contraire, on se dit que c'est un tournant à 180 degrés qu'il faut savoir maîtriser? Aïssata. Moi, j'aime dire que c'est une évolution professionnelle. C'est vrai qu'on change de métier, on passe souvent d'un secteur à un autre, ou même on peut rester dans le même secteur, mais changer de métier, par exemple développeur et passer data scientist. Donc pour moi, c'est une évolution, on évolue au niveau des compétences, on va vers d'autres champs. Laura, pour vous, la reconversion, ça veut dire quoi avant tout? C'est des challenges à savoir relever? C'est redonner du sens. Gérer en gardant ses valeurs et en essayant en fait de retrouver, gérer une dynamique de transformation et en acceptant aussi l'humilité parce qu'on quitte un monde et on arrive dans un autre monde en toute humilité. Donc c'est aussi un rebond. Et ce rebond, c'est celui
auquel vous aidez justement les sportifs de haut niveau. Quand on s'engage dans un parcours de sportif de haut niveau, on sait qu'il y a une partie de notre carrière qui va s'arrêter relativement tôt, mais est-ce qu'on sait l'anticiper? Ça, c'est une autre question. Alors, aujourd'hui, effectivement, je suis là pour parler effectivement de Sport Excellence Reconversion, qui est une école 100% réservée aux sportifs de haut niveau, parce que nous avons une singularité forte, nous sommes tous différents, et le temps est un ami jusqu'à un certain âge. Donc, effectivement, on doit parler double projet et reconversion par la suite. Donc, effectivement, ça peut être compliqué. On demande aux sportifs d'être forts, d'être là à l'instant T et d'être toujours dans le bon geste, le bon moment. Et on sait qu'on peut avoir aussi, je dirais, des changements de route. Donc, c'est compliqué et donc, cette école permet d'accompagner durablement, je dirais, l'évolution du sportif pour lui permettre de se comprendre, de s'aimer et de redonner du sens dans une autre orientation qui peut être compliquée. On va venir justement aux orientations très pragmatiques que vous proposez à ces sportifs et sportives de haut niveau pour la suite de leur carrière, leur deuxième partie de vie, si j'ose dire. Mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête au moment où la carrière s'arrête? Tout dépend de la maturité. On a des sportifs qui arrivent à 18 ans, les gymnastes, à 40 ans, les escrimeurs ou les jockeys. Donc, tout dépend de la maturité. Tout dépend aussi de la manière de dire au revoir. Est-ce que je suis champion? Est-ce que j'ai failli? Est-ce que je suis blessé? Donc, effectivement, on a quand même, je dirais, une histoire à finaliser. Et donc, du coup, certains n'aiment pas ce mot de petite mort, mais on passe quelque part dans les oubliettes. Et donc, si on est préparé à cela, eh ben, on repart gérer humblement. Si on n'est pas préparé à ça, ça peut donner en fait des addictions, des sportifs qui tombent dans l'addiction. Voilà. Mais on est là plutôt gérer aujourd'hui dans une gouvernance politique gérée positive, parce qu'on travaille l'ADN du sport. On l'aide à se transformer pour être bon demain. Et bien dans sa... Vous-même, vous avez mis fin à votre carrière d'escrimeuse en 2012. Vous êtes passée par le même parcours, par le même cheminement? Oui, et je vous dirais que c'est aussi compliqué. Et si c'est compliqué pour quelqu'un qui a été médaillé, alors imaginez pour celui qui a été le sparring partner de Teddy Riner, qui aura été 10 fois champion du monde. Donc voilà, vraiment, on donne tout, on ne compte pas, mais on oublie souvent de récompenser l'après pour le sportif. Donc, je l'ai vécu, j'ai commencé à 5 ans et demi, et j'ai arrêté à 40 ans. J'ai eu un double projet avec des réorientations. Je voulais être... non, on m'avait dit, t'aimes le sport, t'aimes les enfants, professeur d'éducation physique. Et en fait, non, je suis partie dans le développement du tourisme d'affaires et après dans l'humanitaire et l'associatif et la géopolitique. Vraiment, c'est complètement différent. Donc, il faut se donner aussi le droit de comprendre ce qu'on aime, d'être coaché par des gens qui connaissent la sémantique de l'entreprise pour être serein dans l'après-carrière. Et c'est ce que vous faites justement aujourd'hui avec ces écoles, sport, excellence reconversion. Vous les avez lancées à Montpellier, à Marseille, à Nantes, également à Paris aujourd'hui. C'est vraiment l'actu toute fraîche, si j'ose dire. Près de 8000 athlètes, je crois, amateurs ou professionnels, mettent fin à leur carrière chaque année. Et 40% d'entre eux sont infrabac, c'est-à-dire qu'ils ont mis entre parenthèses leur diplôme juste avant de passer l'étape du bac. Ça veut dire quoi? Que cette question d'abord de la carrière sportive, puis de la reconversion, il faut l'aborder tout de suite? Tout à fait. Il faut en double projet et les fédérations s'attellent à ça, mais on a encore beaucoup à faire parce que plus de 7000 arrêtent, mais tous sports confondus. On parle du sport olympique, paralympique, non olympique, les sportifs d'été, d'hiver, amateurs, professionnels. Donc ça fait quand même une fourchette large de personnes qui vont se questionner sur l'après. Et donc, du coup, en fonction de si je suis en centre de formation ou si je suis plus près de la fin de carrière, il faut en fait accompagner ces personnes pour leur dire « vous aimez quoi ?» Conscientiser leur ADN du sportif, tu sais faire quoi, dédramatiser l'après, tu es capable de rebondir. Et derrière, c'est découvrir les univers passion
qui peuvent intéresser celui-ci. On a des sportifs qui dessinent, qui peignent, qui font des photos, mais qui veulent créer des marques, mais c'est aussi un métier. Donc derrière, il faut contractualiser, certifier, gérer les possibilités, d'où Sport Excellence Reconversion qui fonctionne à la carte, avec des formations certifiantes et diplômantes. Et je crois que notamment dans l'école de Montpellier, vous proposez un master designer architecte d'intérieur ou un bachelor design de mode et de stylisme. L'idée, c'est aussi, comme vous le disiez, de pouvoir vraiment proposer une formation sur mesure à ces sportifs, à ces sportives en fonction de leurs autres centres d'intérêt, de leurs passions, les transformer en deuxième partie de carrière et les accompagner avec des écoles partenaires. Hein, c'est bien ça. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on a fusionné avec un groupe ES Éducation qui a 3 univers. Un univers dans le sport, où effectivement on peut faire des formations sur responsable sponsoring et partenariat sportif, mais on s'est dit aussi ACE, c'est CMH. CMH, c'est tout ce qui est autour de l'hôtellerie, du luxe et du tourisme. Et une troisième orientation, c'est tout ce qui touche le design, le digital, l'art déco, parce qu'on a des créatifs. Et donc, du coup, l'idée de valoriser ces 3 univers, ça permet aux sportifs de se dire, oui, je peux me retrouver à l'intérieur du luxe. Mais derrière le luxe, quels sont les métiers ? On peut parler de gérer du parfum, de la bijouterie, de la lunette. Et donc, du coup, on travaille en minutie sur l'élaboration de ce que recherche le sportif. On l'accompagne et on démystifie aussi, mais on soigne. Parce que pour certains, on a décroché à 14 ans, à 16 ans, donc on doit se réapproprier aussi les codes de l'entreprise. Donc on travaille avec eux en acceptant aussi leurs compétences, leur appétence et les axes d'amélioration. On travaille aussi pour qu'ils soient aussi à l'aise dans le monde de l'entreprise. C'est donc beaucoup de pédagogie, si je vous entends bien, à faire pour les aider même à découvrir ces futures carrières, ces futures professions. Est-ce que la méthodologie du sport qu'ils ont appliquée dans toute leur première partie de vie les aide justement à avoir plus d'agilité, plus de résilience pour aborder ces nouveaux métiers ? Effectivement. Ce qu'on veut, c'est travailler leur ADN, conscientiser leurs points forts et derrière leur donner en fait des ouvertures. Et fort de ça, on travaille l'estime de soi. Donc, c'est l'humain dans sa reconquête professionnelle, en acceptant aussi, humblement, de repartir aussi, je dirais, à zéro. Mais le fort du sportif, c'est le rebond. C'est de s'associer avec les meilleurs. Donc, effectivement, on a des intervenants et des ingénieurs pédagogiques qui ont compris la temporalité du sportif de haut niveau. Est-ce qu'il peut? Est-ce qu'il voyage? Est-ce qu'il est blessé? Et en fonction de ça, on a un indicateur de progrès qui nous permet en fait de leur donner des cours à certifier. Ah, je vous vois boire les paroles littéralement de Laura sur ce plateau parce que, en effet, on peut retrouver énormément de parallèles entre les publics que vous accompagnez en reconversion avec Ivy Recrutement et puis cette motivation, cette résilience, cette adaptabilité, cet esprit d'équipe qu'on a chez les sportifs qui eux aussi sont en reconversion. Absolument, je confirme. Ça me fait penser à moi-même. Lorsque j'étais en reconversion, j'étais enceinte. Il fallait que je me prépare mentalement, que je sois résiliente et que je m'accroche surtout. Et c'est pareil aussi pour les personnes qu'on accompagne. On leur explique que ça ne va pas être évident. Le code, c'est compliqué. Il faut y réfléchir beaucoup. Et du coup, on travaille aussi avec des mentors pour pouvoir les accompagner et les soutenir tout le long de la reconversion et de la formation. Et on va revenir justement à cette solution que vous proposez avec Ivy Recrutement dans la deuxième partie de l'émission. Mais Laura, est-ce que certains sportifs et sportives choisissent d'embrasser les carrières du numérique, grâce à Excellence Reconversion? Je pense que dans le futur, oui, on en aura. Là, aujourd'hui, on a lancé la première promotion avec 9 sportifs, des sportifs du monde du sport amateur et du sport professionnel. Et ils étaient beaucoup dans le design et l'architecture. Donc, du coup, et le management du sport. Mais c'est vrai que lorsqu'on regarde, je dirais, la diversité des sportifs, il y a beaucoup qui regardent le digital avec beaucoup d'intérêt, puisqu'il y a tous les nouveaux métiers avec des formations courtes qui permettent tout de suite d'être dans le vrai. Donc, je suis sûre qu'on aura des champions qui viendront dans le digital, oui.
Et vous-même, avant de devenir cofondatrice de ce réseau d'écoles, vous vous êtes reconvertie, vous le disiez tout à l'heure, dans l'humanitaire, dans la géopolitique et même dans la politique tout court, puisque vous avez été ministre des Sports de 2017 à 2018. D'autres illustres athlètes se sont prêtés au jeu, comme David Douillet, comme Chantal Joanneau, comme Roxana Maracineanu, pour ne citer qu'elle ou ne citer que. Est-ce qu'il faut forcément avoir pratiqué le sport à haut niveau pour être un bon ministre des Sports ? Je vous dirais différemment. Il faut en fait se respecter, véhiculer en fait des valeurs qui parlent au plus grand nombre. Lorsque j'ai accepté, parce que j'avais envie en fait d'amener ma pierre à l'édifice, j'ai beaucoup fait d'humanitaire, j'ai beaucoup donné d'idées et je me suis dit et pourquoi pas. Donc je me suis entourée pendant ces 18 mois de personnes ayant la connaissance du monde politique et la connaissance du territoire. On a travaillé pour renforcer le maillage, pour véhiculer en fait des messages et des projets. Aujourd'hui, encore aujourd'hui, Roxana, elle a continué en fait les projets qu'on avait installés. Et je me dis, voilà, j'ai mis ma humble pierre à l'édifice. En revanche, je suis une personne de terrain. Quand je veux faire, c'est tout de suite. Et donc, du coup, dans la temporalité, ça ne me convenait pas. Donc, je suis repartie dans le privé. Mais j'avoue que cette expérience a été enrichissante et je pense que il faut connaître quand même, gérer le monde du sport, il faut comprendre le territoire, il faut aimer le territoire et il faut comprendre la diversité des possibilités du sport. Le sport, il y a un volet en fait social, il y a un volet d'inclusion, il y a un volet économique, c'est 2% du PIB. Donc du coup, il faut aussi, c'est un rapport avec la géopolitique intéressant. Je vous dirais, si on vous dit Bolt, tout le monde me dira la Jamaïque. Si on vous dit qui est le président de la République du pays de la Jamaïque, on ne saura pas. Donc, c'est aussi un outil qui fait consensus. Et donc, du coup, effectivement, cet outil, il faut encore mieux l'utiliser. Et je vois bien les qualités de résilience de l'escrimeuse de haut niveau que vous avez été, que vous êtes toujours d'ailleurs, Laura. Dernière question, justement. Plus de sport à l'école, comme on veut pouvoir le faire dès aujourd'hui avec 30 minutes de sport dans les classes dès l'école primaire, pour vous, ça peut faire une différence sur la façon de pouvoir inculquer une culture sportive en France et en Outre-mer ? Alors, oui, et merci pour l'Outre-mer. J'ai envie de dire, c'est un outil qui rapproche. Donc, c'est le faire ensemble. Après, c'est effectivement le pouvoir d'amener une activité pour penser à sa santé. Et effectivement, lorsqu'on regarde le taux d'obésité aujourd'hui chez les jeunes, il nous faut intégrer plus d'activités physiques pour nos jeunes. Il faut en fait leur permettre de comprendre qu'on ne peut pas réussir longtemps seul. Donc, on doit regarder l'autre, donc accepter l'autre et le faire ensemble par le prisme du sport est important. Et donc, du coup, d'une pierre deux coups, on joint l'utile à l'agréable parce que c'est des codes qu'on peut véhiculer après de manière intergénérationnelle vis-à-vis des parents. Donc, oui, plus à gérer à l'école primaire. Des sportifs et sportives de haut niveau qui se reconvertissent dans une deuxième partie de carrière, mais qui ont aussi énormément de choses à nous apprendre pour nous dans notre apprentissage de la résilience, de l'esprit d'équipe, de l'adaptabilité. Merci infiniment, Laura Flessel, d'avoir fait un tour par le plateau de l'École du futur. Et tout de suite, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le Zap de Cheryl Jessica Isengay.
Retour sur le plateau de l'École du Futur, bien sûr, toujours en compagnie d'Aïssata Kouyaté, fondatrice, CEO d'Ivy Recrutement, et de Gaëlle Musquet, car oui, Gaëlle a une idée derrière la tech. Et Gaëlle, tu t'es plongée aujourd'hui pour nous dans les archives de Gustave Ferrier à l'occasion des commémorations des 120 ans de l'éruption de la montagne Pelée. Tout à fait, en fait, c'est... cette catastrophe naturelle, elle a profondément marqué la France, mais aussi l'humanité. C'est 30 000 Français qui sont morts, brûlés vifs, à cause de la mauvaise connaissance, évidemment, des volcans. On n'avait pas la connaissance qu'on a aujourd'hui. Problème de culture du risque et, évidemment, une élection qui se tenait à ce moment-là. On est à l'entre-deux tours des élections législatives, ce fameux 8 mai 1902. Et je ne vais pas revenir sur la catastrophe en elle-même. On a beaucoup dit, beaucoup écrit, il y a beaucoup de documentation. Je vous invite d'ailleurs à visiter, quand vous passez en Martinique, le mémorial de cette catastrophe 1902 à Saint-Pierre, qui est très récent et qui permet d'illustrer ces noms, ces prénoms, ces hommes, ces femmes, ces enfants, ces objets du quotidien qui ont été retrouvés à la suite de cette catastrophe. Moi, je vais me focaliser sur une personnalité en particulier, le capitaine Ferrier, qui est à l'époque envoyé avec par le Destré en Martinique, puis en Guadeloupe. Et ces hommes vont installer la première station de télégraphie sans fil en Guadeloupe puis en Martinique, parce qu'en fait, à l'époque, cette éruption, elle a cassé les câbles télégraphiques qui reliaient la Guadeloupe, la Martinique, Sainte-Lucie, Saint-Domingue à la Martinique. Saint-Pierre était alors le petit Paris des Caraïbes. Donc, imaginez l'aura qu'avait cette ville à l'échelle caribéenne. Et on en voit à ce moment-là la 5G de l'époque. La télégraphie sans fil, c'est la technologie de l'époque qui permettait de communiquer sans fil. Et donc, du coup, c'est vraiment sur cette technologie que je vais me focaliser dans cette chronique. Gustave Ferrier, qui était donc, si je comprends bien, le Gaëlle Musquet de 1920. Comment est-ce que tu as retrouvé surtout les traces de cette expédition ? Tu étais devenu un peu archéologue toi-même. Presque. En fait, je fais un peu d'open source intelligence. Le renseignement en source verte, c'est en fait croiser différentes sources qui permettent d'arriver à une histoire, à cette forme d'archéologie numérique que j'ai dû faire. En fait, je savais qu'il avait été en Martinique et en Guadeloupe, Gustave Ferrier, mais c'est quand même grand. La Guadeloupe, c'est 1500 km², la Martinique, 1100 km². Et lors d'une de mes interventions à l'école centrale Supélec, des professeurs m'ont informé que dans cette école, à Vis-sur-Yvette, il y avait la bibliothèque historique du Général, qui est un des fondateurs de l'école centrale. Et j'ai pu consulter quelques ouvrages et on est tombé sur un album photo. 50 photos de cette expédition de Gustave Ferrier. Mais même en regardant ces photos, évidemment, les paysages ont changé. J'ai eu beaucoup de renseignements sur la manière dont les équipements radio, les mâts, les haubans avaient été transportés, les bœufs qui avaient servi à tirer, en fait, chalouper puis tirer, en fait, ces mâts du Destré jusqu'à leur point d'installation. J'ai consulté les bases Mérimée, qui est une base des monuments historiques, puisque sur ces photos, on voit 2 moulins qui datent du XVIIIe siècle. Et ces moulins ont traversé les âges et ont résisté au temps. Alors, il y a beaucoup d'installations très récentes qui ont disparu complètement. Mais ces moulins qui servaient à broyer la canne, à faire du sucre et du rhum, sont encore présents. Et
classés au patrimoine en fait, de ces monuments historiques. Wikipédia m'a aussi aidé à retracer un peu ces archives, retrouver ces archives aussi militaires des armées. Et je me suis rendu en Guadeloupe le 8 mai dernier au moment de ces commémorations pour pouvoir retrouver ces moulins et pouvoir en fait les photographier à l'issue de 3 piqûres d'abeilles. Parce qu'il y avait un essaim d'abeilles dans un de ces moulins. J'ai survécu. Gaël Musquet prend le risque pour nous, vous voyez. J'ai survécu à cette attaque. C'est la bonne nouvelle. J'ai pu retrouver précisément les endroits où ces émetteurs avaient été installés. À l'époque, on ne pensait pas que les ondes radio pouvaient contourner le relief. Ouais. Et donc, on a une ligne vraiment droite entre ces 2 installations qui permettaient de communiquer entre la Guadeloupe et la Martinique. C'est un devoir de mémoire que l'on a aussi, que ces technologies qui sont très accessibles aujourd'hui ne sont pas génération spontanée, elles servent aussi à sauver des vies. Et la preuve, 1909, quand Gustave Ferrier est revenu à Paris avec ses émetteurs, fort de son expérience, ces émetteurs ont été installés sur la Tour Eiffel. 1909, la Tour Eiffel n'est pas détruite, elle est conservée, elle devient un symbole de la France. Il participera à énormément de travaux de positionnement par les ondes radio, synchronisation des horloges, l'essor des chemins de fer qui sont synchronisés par radio. 1912, le Titanic, qui lance un SOS et dont on retrouve évidemment la trace, et d'autres navires ont pu porter assistance aux personnes, aux naufragés de ce Titanic, les constellations de positionnement par satellite, bref. Ces technologies irriguent nos sociétés modernes. Et donc, c'était un devoir pour moi, dans cette chronique, de souligner à quel point cette catastrophe naturelle, qui est encore la pire catastrophe qu'a connue la France, a permis aussi d'innover et de créer des solutions pour porter assistance aux personnes qui sont en danger. Bon, si je comprends bien, Ferrier et Eiffel, c'est des Gustave de l'innovation au carré. Mais surtout, ce que tu nous dis, c'est que c'est important aussi de faire ce devoir de mémoire technologique, si je te suis, pour pouvoir, là aussi, se souvenir de la façon dont les technologies ont évolué, pour pouvoir, en situation de crise, et c'est ce que tu fais avec tes missions notamment dans les Caraïbes, pour pouvoir justement revenir à la source en situation de crise ou de catastrophe naturelle. Complètement, ça fait partie de nos mécanismes de résilience. C'est un réflexe que j'ai régulièrement, c'est OK, comment auraient fait les anciens avant de partir dans des solutions de technosolutionnisme, comme on aime beaucoup dire en ce moment. C'est important aussi qu'on se souvienne d'où viennent ces solutions, comment nos anciens ont surmonté ces épreuves, comment ils ont reconstruit ces villes. Saint-Pierre a disparu plus de 10 ans du code officiel des communes de France, ce qui prouve bien que les défis qui nous attendent, le réchauffement climatique, des crises géologiques, des tsunamis, des séismes, mais que ces technologies font partie de l'équation des solutions et de la résilience des populations. Aïssata, quand vous écoutez, quand vous entendez ce récit par Gaël, vous vous dites que c'est important aussi de revenir aux fondamentaux, de revenir à l'histoire. On va en parler dans une minute. L'histoire d'Ivy Recrutement, de l'application et de l'entreprise que vous avez montée, c'est aussi une histoire de reconversion et de parcours personnel. Mais revenir à la source, à l'histoire des technologies, c'est quelque chose qui forcément va nous aider, va nous apprendre aussi à mieux anticiper le futur qu'on veut co-créer ensemble. Exactement. Et je suis contente d'apprendre quelque chose aujourd'hui. Et on se rend compte que les technologies, c'est pas né aujourd'hui, quoi. C'est bien avant ça. Donc, merci pour ça. L'histoire numérique n'est qu'une perpétuelle réinvention, si j'ose dire. Merci Gaël pour cette page d'info avec toi. Et tout de suite, justement, on continue notre discussion sur la reconversion. Comment changer de métier, comment pouvoir justement mieux aborder ce pivot professionnel. On en parle avec Aïssata Kouyaté, bien sûr. Et je le disais tout à l'heure, on était également avec Laura Flessel qui continue l'expansion de ses écoles Sport, Excellence, Reconversion pour accompagner la deuxième partie de carrière des sportifs et sportives de haut niveau. Ivy Recrutement, c'est la boîte que vous avez lancée, Aïssata. Et l'histoire d'Ivy Recrutement, c'est un peu la vôtre parce que là aussi, vous partez d'une reconversion. Vous étiez comptable, si je ne me trompe pas, et vous êtes formé au code grâce à Simplon. Exactement. Donc moi, j'ai fait une reconversion en 2019. À la base, j'étais comptable. Ça me plaisait plus trop. Et au quotidien, j'utilisais des applications mobiles, les smartphones. Je me suis dit, pourquoi pas comprendre comment ça fonctionne. Et du coup, je me suis inscrite chez Simplon. Une formation qui s'appelle Hackeuse, dédiée aux femmes sur 6 semaines pour apprendre à coder.
Et ça m'a plu. J'ai lancé mon premier blog. Et en sortant de formation, j'ai décidé d'accompagner d'autres femmes des quartiers populaires comme moi à s'orienter vers ces métiers-là. Et 2 ans après, Ivy est née. En fait, le constat, c'est que la reconversion, c'est bien, l'État met de l'argent, mais les entreprises n'ont pas le temps d'accompagner en fait, les nouveaux talents. Ouais. Et du coup, on a décidé de créer cette solution pour mettre davantage de visibilité sur ces profils-là. Et justement, ça c'est l'esprit d'entreprise. Si la solution n'existe pas sur le marché, on la crée, on la met justement en action. Je crois que la première partie, qui était quasiment déjà entrepreneuriale, juste après Simplon, c'était votre association Hello Ada, clin d'œil à Ada Lovelace s'il en est, pour aider, vous le disiez, les femmes à prendre les rênes de leur carrière dans le numérique. C'était comme une évidence pour vous de lancer cette association? Absolument. Je ne me suis pas dit que j'allais devenir développeuse en entreprise, mais c'est de cette expérience-là, aider d'autres personnes. Et du coup, en travaillant avec Pôle emploi, on accompagne d'autres femmes demandeuses d'emploi à s'orienter vers ces métiers-là, en les accompagnant avec des mentors qui sont déjà en poste pour les aider à tenir. Parce que la programmation, en tout cas la technologie, c'est un autre domaine. Il faut s'accrocher et surtout aimer apprendre et découvrir d'autres notions. Et vous vous accrochez, en effet, on l'a vu, finalement, c'est allé relativement vite pour Ivy Recrutement, puisque l'idée est née en 2019. Si j'ose dire, vous êtes un pur produit de la French Tech, parce que vous êtes passé par le French Tech Tremplin, qui est un dispositif qui permet justement aux projets d'émerger. Et Station F aussi, désormais, vous êtes implanté sur le plus grand campus d'Europe des startups. Vous auriez pu créer Ivy sans l'appui de l'écosystème français? Ça aurait été difficile, très compliqué. Effectivement, pour moi, c'est un tremplin. C'est un tremplin. French Tech Tremplin, ensuite Station F, c'est vraiment des écosystèmes tech qui ne sont pas donnés à tout le monde, qui ne sont pas ouverts à tout le monde. Et du coup, lorsqu'on a un pied dedans, on se dit c'est génial, c'est un tremplin, donc on essaye d'aller très vite. Et grâce à ça, je me sens légitime et je me sens capable de mener à bien cette mission pour accompagner d'autres personnes, aider les entreprises à recruter davantage dans la diversité et aider les entreprises aussi françaises à être plus compétitives sur le marché européen et mondial. C'est intéressant ce que vous dites, Aïssata, sur la question de la légitimité, parce que c'est vrai que, on le voyait au tout début de cette émission avec l'enquête Hello Work My Formation, un Français sur 2 se dit qu'il a envie de changer de métier après la crise sanitaire, d'opérer cette reconversion professionnelle. Mais il y a souvent cette question au départ de se dire, est-ce que je vais quand même être légitime dans le métier auquel je me destine après avoir passé une première partie de ma vie professionnelle dans une autre profession, dans un autre rôle. Comment est-ce qu'on arrive à craquer justement ce plafond de verre de la légitimité? Aïe. Après, ça dépend de chaque personne, je pense. Mais après, si on a un but et qu'on veut dépasser ses limites et aller vers d'autres métiers où on est mieux payé, et prendre part aussi à cette révolution technologique, ben on y va. En plus, il y a beaucoup de formations qui sont financées par l'État. Et il y a de l'emploi surtout. Donc, il faut y aller. Le mieux, c'est finalement de ne pas demander la permission, de se dire qu'on ouvre l'univers des possibles et on y va. Gaël, c'est un peu ta méthode au quotidien. Ah oui, complètement. Quand ça passe pas par la porte, on passe par la fenêtre. C'est le propre du hacker. Hein. C'est d'ailleurs, pour moi, les gens qui se reconvertissent, même si j'ai parfois eu à créer presque mes fiches de poste, hein, certains des emplois que j'ai pu occuper, c'est une preuve pour moi de résilience, qu'on est capable de se remettre en question, de faire un petit pas de côté, de revenir en arrière. Donc c'est totalement dans la philosophie du hacking, complètement. Et toujours avec cette étude, les enseignements de cette étude Hello Work Ma Formation, parue il y a quelques jours à peine, eh bien, on voit que 45% des personnes qui veulent justement se reconvertir cherchent avant tout un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. C'est les profils que vous voyez émerger parmi les candidats d'Ivy Recrutement? Oui, c'est totalement ça. On recherche un peu plus de liberté. Soit on est complètement freelance, ou sinon on est salarié, mais il faut savoir que le développeur, il peut travailler à tout moment de la journée, quand il veut. L'essentiel, c'est de rendre son travail. Et c'est d'avoir plus de flexibilité, de liberté, faire autre chose à côté. Alors, ce qui est important, c'est de revenir aux fondamentaux d'Ivy Recrutement, justement, parce que si vous avez mis au point cette application, c'est pour pouvoir accompagner, justement, les reconversions de futurs talents de la tech, du numérique, sur des profils développeurs et data scientists en particulier. Comment est-ce que ça marche en pratique à Ivy Recrutement ? Comment ça fonctionne? Donc, en France, on se base sur les écoles de formation qui sont labellisées Grande École du Numérique. Donc, le but, c'est d'aller sourcer les candidats là-bas, de les accompagner à créer un pitch vidéo. Donc, on s'est dit, en tout cas, on
On aimerait mettre en avant les personnalités, davantage la personne que le CV, le papier, la lettre de motivation, pardon. Du coup, le candidat a la possibilité de faire 1 à 4 vidéos sur sa personnalité, ses compétences, le projet qu'il a pu réaliser et pourquoi il candidate à l'offre. À partir de là, il peut candidater aux offres d'emploi. Et ensuite, nous, on fait un matching. Donc la première étape, c'était un matching à la main, le temps d'aller chercher des financements. Et aujourd'hui, on travaille sur un algorithme qui va analyser les projets GitHub des candidats, donc des développeurs, et les projets des entreprises. Il faut savoir que GitHub, c'est la plus grosse communauté d'open source et de projets entreprises et de candidats. Et ensuite, les matcher et dire aux entreprises que voilà, ce profil-là, il correspond totalement à votre projet. Il a les capacités, il a les langages utilisés et surtout, vous voyez sa personnalité, il se défend bien en vidéo, donc recrutez-le. Oui, donc pour le candidat et la candidate, il y a l'avantage de pouvoir montrer directement ce qu'on peut faire en vidéo, avoir des projets concrets aussi à apporter à sa candidature. Pour les entreprises, il y a cette application et ce système algorithmique à terme, j'entends bien, pour l'instant c'est un peu à la main, mais de matching entre recruteurs et candidats. Sur les métiers en tension dans le numérique, quelles sont les entreprises d'ailleurs qui font appel à vous? C'est plutôt quoi? Des startups, des scale-up? C'est plutôt des grosses PME, des scale-up, qui recrutent beaucoup dans l'année, et aussi les ESN qui recrutent beaucoup de candidats pour répondre aux projets de transformation digitale des entreprises. Ouais, ces entreprises du numérique, hein, évidemment, et de services numériques aujourd'hui. Il y a une troisième inconnue dans votre équation, justement, c'est celle de la formation. Vous le disiez tout à l'heure, c'est important d'aller sourcer les candidats, les candidates, les futurs talents de ces métiers numériques là où ils se trouvent, comme vous, à Saint-Plon, par exemple, ou dans d'autres types d'écoles. La solution tripartite que vous proposez, c'est la meilleure en l'occurrence parce qu'on arrive à avoir cet écosystème de la formation, de l'employabilité numérique qui se découpe. Absolument. Bon, on va dire qu'en France, c'est la parfaite équation. Vu qu'on travaille de façon, on va dire, agile et à proximité des écoles et des entreprises pour faire le pont. Le but, c'est qu'IVY soit un pont entre les deux écosystèmes. Mais effectivement, si on parle au niveau européen, on se base plutôt sur GitHub. Ouais. Donc c'est open source, c'est ouvert au monde entier et on peut aller chercher des talents partout pour aider les entreprises françaises à être plus compétitives. De l'open source, cher au cœur de Gaël Musquet, bien évidemment. C'est une bonne idée d'aller justement sourcer ces candidats sur GitHub. On l'a compris, GitHub, c'est une des plateformes les plus importantes pour les développeurs et développeuses, pour ces métiers du numérique, et surtout sur laquelle les entreprises numériques, et pas que d'ailleurs, peuvent aller chercher les futurs talents. Les forges, donc GitHub, GitLab, Framagit, SourceForge, enfin on a historiquement une grande culture des forges de logiciels. Pour ceux qui ne voient pas trop ce que c'est, il faut imaginer un gros Wikipédia dans lequel les développeurs viennent poser leurs contributions, leurs inventions, leur code source. Et donc oui, c'est une manière très pragmatique de voir les gens à l'épreuve, le rythme auquel ils développent, leur sujet d'intérêt, leur interaction aussi avec leur communauté. Il ne faut pas s'y tromper. Toutes les grandes entreprises du numérique mondial ont compris que ces développeurs ont de la valeur, sont importants. Et donc, une manière de les soutenir, une manière aussi d'innover, c'est d'être eux-mêmes présents sur ces forges. Donc, je ne sais pas citer le nom de grandes entreprises américaines, mais elles sont présentes, elles financent, elles donnent des très bons salaires à ces personnes qui sont directement en vue, puisqu'on a énormément de leurs logiciels qui sont visibles, et ce sont aujourd'hui les piliers de l'économie numérique. Sans ces forges aujourd'hui, ils ne sont pas nécessairement surdiplômés ou ingénieurs. Complètement. Voilà, donc il y a des personnes qui sont autodidactes, qui sont passionnées, qualifiées. Et du coup, on parle en termes d'inclusion, c'est d'aller chercher des personnes qui ne sont pas ingénieurs, mais qui sont passionnées et qualifiées. Complètement, là, c'est... L'erreur, ce serait de ne pas le faire. C'est d'ailleurs le changement de paradigme qui doit irriguer les veines du recrutement français. C'est qu'on arrête avec cette polarisation sur les diplômes et qu'on évalue les gens sur ce qu'ils savent faire et pas juste leur titre. Et justement, c'est une question que je voulais aborder avec vous deux, parce que ça, c'est important. Quand on se plonge dans son envie de reconversion, d'abord, il faut définir ce projet. Si ce projet est celui d'être développeur, développeuse ou data scientist, d'avoir une carrière dans le numérique, est-ce qu'il faut forcément avoir énormément de background en la matière pour se dire qu'on va réussir à mettre au point son projet ? Je dirais que ça dépend. Si on est développeur et qu'on est passionné, par exemple, qu'on code à la maison depuis qu'on est petit, là, c'est très bien. Si on est agile, qu'on aime apprendre, on peut facilement aussi apprendre à coder.
Par exemple, pour être data scientist, s'il y a des personnes qui sont dans le marketing ou autre, ils ont déjà ces compétences-là de chiffres, entre guillemets, ça peut être une bonne transition. En fait, ça dépend du profil, du parcours, de la personnalité, de comment on peut apprendre. Moi, c'est comme ça que je le vois. Sur les projets libres, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on a besoin à peu près de toutes les compétences. Développer, c'est bien. Documenter, c'est encore mieux. Traduire. On a la chance en Europe. Quelle que soit la langue informatique. Quelle que soit la langue. Traduire du code ou traduire des interfaces, il y a du travail pour tout le monde. Et on n'est pas obligé de viser du bac plus 5, plus 12 pour pouvoir être utile. Et ça, c'est très important sur ces forges, c'est d'être capable d'exposer très vite sa capacité à travailler en équipe. Et ça, c'est important. On parlait de cette résilience, de cette capacité, encore une fois, à travailler en équipe, de l'agilité. Ce sont des qualités qui font que les personnes en reconversion, ces publics-là, ces talents-là, sont attractifs pour les entreprises à Saïta ? Absolument. C'est pas tout le monde qui se reconvertit et qui change de métier. Surtout pas les autres générations qui sont restées 20 ans en entreprise. Donc les profils qui sont agiles, qui ont déjà travaillé en équipe, qui ont de l'ambition aussi. Ils sont très attractifs et on sait qu'on peut les intégrer facilement dans l'entreprise, surtout dans les startups ou scale-up où ça va vite. Donc oui, absolument. Et là où votre solution est importante, c'est qu'en matière de reconversion, finalement, le pas le plus difficile, c'est le premier emploi qu'on va obtenir après cette fameuse reconversion. Comment est-ce que vous arrivez à trouver la bonne porte d'entrée pour ces talents-là ? On parle de compétences pluridisciplinaires ou double compétences. Comme j'aime bien prendre mon exemple, à la base, j'étais comptable. Aujourd'hui, j'ai une casquette de développeuse. Si je travaille dans une entreprise de logiciels de comptabilité, je trouve que c'est très pertinent parce que j'ai les deux visions, la vision technique et la vision comptable. Voilà, donc on parle de double compétence. Une personne qui a été infirmière, aujourd'hui développeuse chez Doctolib, par exemple, c'est très bien, quoi. Elle a les deux champs et elle peut être compétente comme une personne qui est développeuse depuis X temps, quoi. Et une des originalités d'Ivy, c'est justement l'idée de se dire qu'on peut mettre la technologie au service d'un recrutement plus inclusif. Ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire qu'on va chercher tous les profils, du bac plus 2 à l'ingénieur. Donc on cible tout le monde. Donc ça peut être des personnes qui sont soit autodidactes, passionnés, qui n'ont pas de diplôme, soit des personnes en reconversion qui obtiennent un bac plus 2, par exemple, en sortant de chez Simplon, ou également des ingénieurs qui recherchent un emploi, tout simplement. Et surtout, on accompagne également les entreprises vers davantage de diversité en termes de genre. Donc on s'adresse beaucoup aux femmes. En termes d'âge aussi, il y a des personnes qui sont, on ne va pas dire seniors, mais plus 35 ou 40 qui se reconvertissent. Et en termes aussi de parcours de vie, des personnes qui sont soit des quartiers populaires ou qui sont de la campagne, par exemple. Et plus il y a de reconversion, évidemment, plus les entreprises vont devoir être habituées aussi à aller chercher ces talents différents, leurs valeurs ajoutées, pour pouvoir les mettre au service, évidemment, de leurs projets entrepreneuriaux. 225 000 talents, d'ailleurs, à aller chercher dans le secteur numérique d'ici 2025. C'est un chiffre qu'on cite beaucoup ici sur le plateau de l'École du Futur. Vous y contribuez pleinement. On a besoin de toutes les solutions pour relever ce défi de la conquête, justement, des futurs talents du numérique. Absolument. On a besoin de ces talents-là et surtout... on a besoin que la France aille davantage chercher ces personnes-là pour pouvoir avoir une souveraineté numérique et surtout faire face à un grand défi que j'aime dire, c'est la cybercriminalité. Donc, beaucoup plus de personnes en cybersécurité et répondre à ces défis-là, pardon. Et là aussi, vous touchez directement au cœur de Gaël Musquet. La cybersécurité, cœur avec les doigts, j'ai envie de dire, Gaël. Ça, c'est important ce que dit Aïssata, parce que c'est vrai que les métiers du numérique, ils sont divers, ils sont variés. Évidemment, cap sur la cybersécurité, on en parlait il y a quelques jours, notamment avec toi dans une autre émission. Et on a besoin de toutes les formations, de tous les talents pour relever le défi. Oui, bien sûr, comme le disait Tiffaine Leduc sur une précédente émission, les métiers, on a une vingtaine de métiers en cyber, c'est 17 000 postes à pourvoir aujourd'hui, et ça va pas aller en décroissant. Donc l'intérêt de ces filières-là, c'est d'avoir des profils différents. Et c'est pas une question d'être politiquement correct avec des femmes et des personnes issues des diversités et tout. C'est une question de survie, tout simplement. Absolument. Parce que ces diversités de points de vue et d'approches et de méthodes concourent à la résilience parce qu'on a des cerveaux différents qui fonctionnent différemment et qui voient les choses différemment. Et c'est dans cette différence-là qu'on arrive à trouver des solutions. C'est une très
très très belle conclusion. Je vois là aussi, Aïssata, que vous adoubez la conclusion de Gaël Musquet. On va lui laisser faire toutes les conclusions de cette émission désormais, c'est une certitude. Merci infiniment. Ivy Recrutement, c'est donc l'application qu'on peut retrouver en tant que candidat-candidate, école de formation ou recruteur au métier du numérique. On vous retrouve sur Ivy Recrutement, évidemment. Merci Gaël, on te retrouve sur ce plateau et pas que, évidemment, sur aussi bien d'autres terrains à hacker et à pirater pour le bien. On vous retrouve, vous, en tout cas, dès demain sur le plateau de l'École du Futur et on se retrouve sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag l'École du Futur et le handle School TV. À demain.